Le président de la République a regagné Abidjan ce matin après un séjour à New York. Le chef de l'État y était pour prendre part à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Hier, il a prononcé un discours à la tribune des Nations unies. Le Premier ministre sur place à Abidjan a lancé aujourd'hui les travaux de réhabilitation du boulevard lagunaire et de la construction du boulevard de France redressé. L'objectif du gouvernement ivoirien, améliorer les déplacements des populations dans le district d'Abidjan. La date de la fête de la Tabaski est connue. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams, et le CODIS, le Conseil des imams sunnites, ont fait une déclaration. La fête de la Tabaski aura lieu le 4 octobre prochain. Le CE Sport de San Pedro s'est qualifié pour la première fois de son histoire pour la finale de la Coupe de la Confédération face à l'AC Léopard de Dolisie à l'issue de la demi-finale. Retour qui s'est soldé par un nul. C'était cet après-midi au stade Denis Sassou Nguesso au Congo. Bonsoir à tous, bienvenue dans le 20h de RTI 1. Dans ce journal, nous aurons la page culture. Notre invité est Germain Zamblébi, l'auteur de Le Cure-dent Gouraud. Parler et écrire correctement en français, pièges et difficultés à éviter, vient de sortir un recueil de nouvelles intitulé La veuve et le guide religieux. C'est un recueil de 4 nouvelles et nous en parlerons dans quelques instants avec notre invité. Mais avant, voyons en image l'arrivée du président de la République ce samedi à Abidjan. Le chef de l'État revient de New York aux États-Unis d'Amérique où il a pris part à la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Hier, il a prononcé un discours à la tribune des Nations unies, thème central de la communication, un programme transformateur de développement pour l'après 2015, la situation en Côte d'Ivoire, le terrorisme en Afrique, autant de sujets évoqués par le président ivoirien qui a réaffirmé ses ambition d'aller à l'émergence en 2020. Le chef de l'État a aussi participé à des réunions de haut niveau sur l'épidémie à virus Ebola et sur les changements climatiques. En marge de cette session de l'Assemblée générale de l'ONU, le président Alassane Ouattara a accordé des audiences. Il s'est entretenu notamment avec les présidents du Gabon et des Comores. Envoyé spécial aux États-Unis, Jérôme Kofi Abolé. Il n'est pas une seule occasion ratée par le président de la République, Alassane Ouattara, chaque fois qu'il en a eu pour recevoir des personnalités en marge de la 69e session de l'Assemblée générale de l'ONU. Ce vendredi 26 septembre 2014, au siège de l'ONU, c'est avec Christian Barros qu'il a entamé les différents échanges. M. Barros, en tant que président du comité 1572 du Conseil de sécurité de l'ONU concernant la Côte d'Ivoire. Nous avons l'intention de visiter votre pays, la Côte d'Ivoire, pour suivre le programme que nous avons au niveau du comité concernant la façon dont l'embargo a été respecté. Il y a eu une levée partielle des sanctions. Nous allons voir les progrès réalisés. Et à mon retour à New York, nous allons rencontrer le comité et le conseil de sécurité pour voir la suite à donner. Juste après le haut fonctionnaire onusien, c'est au tour du président des Comores de rencontrer le président Alassane Ouattara. Au centre des entretiens, la coopération entre les deux pays. La Côte d'Ivoire nous a aidés pendant beaucoup de temps sur la formation des jeunes Comoriens. Donc, après ces dernières années, cette formation a été arrêtée. Donc, on a réitéré notre demande pour que le président Ouattara accepte des Comoriens et les Ivoiriens acceptent des Comoriens pour leur formation, surtout sur la formation professionnelle. Succédant au président des Comores pour son entretien avec le président Alassane Ouattara, le président du Gabon Ali Bongo Ondimba. Il a été, entre autres, question de relations bilatérales et surtout de la prochaine visite officielle du président gabonais en Côte d'Ivoire. Je suis d'abord tenu à remercier encore une fois mon grand frère pour la réception qui fut la mienne lorsque je suis allé lui rendre visite à Abidjan, mais aussi pour discuter avec lui d'arrêter la date de ma visite officielle. C'est une chose faite. Je tenais moi-même quand même aussi à honorer cet engagement que j'avais déjà pris. Vous vous doutez bien qu'ici à l'ONU, quand on se retrouve dans un cadre comme celui-là, eh bien nous parlons des questions certes bilatérales, mais en plus maintenant multinationales. Donc nous avons quand même des problèmes en Afrique que vous connaissez sur la table de travail, notre agenda, les questions de terrorisme, mais aussi les questions de développement, les questions d'environnement. C'est donc tout ce que nous sommes en train de voir, discuter entre nous, faire le point des échanges que nous avons et des contacts que nous avons eus ici pour faire avancer la cause de l'Afrique. Et cette cause africaine passe aussi par le renforcement de nos liens bilatéraux.
Pour information, la très prochaine visite officielle du président gabonais en Côte d'Ivoire est prévue en novembre 2014. Le Premier ministre sur place à Abidjan a lancé ce samedi les travaux de réhabilitation du boulevard lagunaire et de la construction du boulevard de France redressé. L'objectif du gouvernement est clairement affiché: améliorer les déplacements des populations dans le district d'Abidjan. Le reportage de Salima Toudia est commenté par Hamza Diaby. Bonne nouvelle pour les automobilistes du district d'Abidjan. Dans 10 mois, la circulation sera fluide à bien des endroits de la capitale économique. Et pour cause, des travaux de construction et de réhabilitation de voiries ont officiellement démarré ce samedi. L'itinéraire partant de la gare de Bassam à Trècheville au pont ferraille d'Adjamé en passant par le pont de Gaulle connaîtra un volet renforcement et un volet élargissement. Dans la commune de Cocody, le boulevard de France sera prolongé et redressé à partir de l'université Félix Houphouët-Boigny jusqu'au village Mbadan à la Riviera. Les ponts de Gaulle, Chardy et celui de l'Indénié, y compris leurs bretelles respectives, seront traités dans le cadre de ce projet. Le renforcement de la chaussée consistera, selon le cas, en la réparation, le revêtement en béton bitumineux, le recyclage en place de structures existantes, le rabotage d'anciennes couches bitumineuses, la reprise de couches de base en grave bitume, le décaissement de zones fortement polluées, l'aménagement ou la reprise des accotements, des trottoirs et le curage de caniveaux. Le deuxième chantier concerne le prolongement et le redressement du boulevard de France, qui sera prolongé sur 2 fois 2 voies à partir de l'université, avec un terre-plein central, une bande d'arrêt d'urgence et un passage piéton. Ces travaux auront une contribution sociale appréciable avec près d'1 millier d'emplois créés durant leur exécution. Abidjan aura un nouveau visage. La Côte d'Ivoire est au travail pour le bonheur des populations. Abidjan va changer radicalement par d'abord les voies routières que nous sommes en train de faire, les boulevards, disons que les ponts, mais aussi en fait un gros dossier va venir probablement donc au Conseil des ministres la semaine prochaine. Ainsi concerne l'aménagement de la voie lagunaire. Parce que là aussi, il s'agit de rendre Abidjan, j'en parlais tout à l'heure, la perle des lagunes, et ça devient la perle des lagunes. Donc vraiment, le dossier est important sur Abidjan, mais aussi à l'intérieur du pays. Aussi, 1000 ponts métalliques verront-ils bientôt le jour sur toute l'étendue du territoire national. Les discussions avec les partenaires se poursuivent encore. Le montant total de ces travaux de construction et de réhabilitation de routes s'élève à près de 18 milliards de francs CFA. Les ouvrages seront réalisés par l'État de Côte d'Ivoire, la Banque mondiale et l'Agence française de développement. Vous le savez, depuis hier, l'échangeur de la Riviera 2 à Cocody est ouvert. Mais les populations qui ont accueilli avec joie l'ouvrage déplorent déjà l'indiscipline des chauffeurs des minicars, communément appelés Gbaka. Les usagers ont exprimé leur mécontentement au micro de nos reporters Alnon Niedo, Herman Niamia. Chasser le naturel, il reviendra au galop. Cette assertion illustre parfaitement la mauvaise conduite des chauffeurs de minicars, appelés communément Gbaka, qui continuent d'entraver la bonne circulation dans les principales artères de la capitale économique de la Côte d'Ivoire. L'échangeur de la Riviera 2, ouvert récemment aux usagers de la route, souffre déjà de l'indiscipline des chauffeurs de Gbaka. Ils gassent la route, les gars, on va passer comment? On ne peut pas passer. Écoutez, de toute façon, les chauffeurs de Gbaka, ils ont toujours fonctionné bizarrement. Si aujourd'hui il y a un rond-point qui a été fait et qui est très bien d'ailleurs, je pense qu'il faut les discipliner. Ils ne respectent pas le code de la route. Vraiment, c'est un secteur où il faut vraiment discipliner les gens parce que sinon, après, c'est la porte ouverte à beaucoup de choses. Les autorités chargées de la régulation de la circulation ayant refusé de répondre à notre micro, nous nous sommes tournés vers les agents de la salubrité. Ces derniers arrivent tant bien que mal à camper le rôle de policiers. Les chauffeurs de Gbaka, ils sont récalcitrants. Par moment, quand tu leur parles, on dirait qu'ils ont une idée de derrière la tête. Bon, c'est quoi on sait, mais on ne peut pas trop forcer parce que si on force, le plus souvent, ça va un affrontement entre les hommes d'État que nous sommes et puis ces chauffeurs de Gbaka là. Face aux reproches qui leur sont faits, les chauffeurs de Gbaka tentent de se défendre. Bon, moi, ma manière de garer, si tout le monde gagne comme ça, je trouve que non, c'est bon. Bon, il y en a des gens qui ne connaissent pas bien les panneaux.
Je connais beaucoup même. Parmi les chauffeurs de bus. Ouais, parmi les chauffeurs de bus. Mais moi, je maîtrise mieux mon travail. On gagne bien. Vous gagnez bien. Ouais. Ah bon. Moi personnellement, moi je gagne bien. Je ne connais pas pour les autres, mais moi personnellement. Refait pour faciliter la circulation des usagers de l'axe Livira 2 et autres périphériques, l'échangeur ne saurait porter l'effet escompté si et seulement si la discipline épouse la conduite des usagers, surtout les chauffeurs de Baka. Le ministre Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Urbanisme et de l'Assainissement, vient de visiter les chantiers des logements sociaux d'Anyama et de Bingerville. Il est allé constater l'état d'avancement des travaux, nous explique Sidonie Davila. Des maisons solides, construites avec du matériel de pointe, des dispositions particulières prises par les maîtres d'ouvrage en prévision des risques d'éboulement. Les travaux de construction des logements sociaux vont bon train. Les chantiers sont suivis. La mise en œuvre des plans est vérifiée par l'équipe du BNET, l'équipe du contrôleur technique. Il y a des ouvrages qui ont été démolis en son temps. Donc on suit ça, on peut garantir que à chaque coulage de béton, il y a un prélèvement qui est fait par un labo qui nous fait des tests. Donc il y a un suivi de la qualité des travaux. Ça on y tient beaucoup, on y tient. Des dires confirmés par une promotrice. Ils tiennent tellement la qualité que franchement ce n'est pas parce qu'on dit c'est logement socio-économique qu'il faut donner n'importe quoi à nos frères et sœurs. Pour se convaincre de ces dispositions particulières, Mamadou Sanogo, ministre de la Construction, du Logement, de l'Assainissement et de l'Urbanisme, a visité les chantiers. Anyama et Bingerville, les derniers du genre. Aujourd'hui, c'est une ville nouvelle qui est en train de sortir des terres. Les promoteurs nous rassurent un peu partout que ces logements seront disponibles. Nous souhaitons que du côté du gouvernement, les choses s'accélèrent pour faire en sorte que l'eau, l'électricité et tout ce qui est lié au VRD, en tout cas, soit effectif pour permettre à nos concitoyens de recevoir les clés. Cette politique de logement du président Alassane Ouattara est une réalité. C'est loin d'être une vue de l'esprit. Non seulement une réalité, mais est très avancée dans son exécution. J'ai constaté avec lui surtout que les Ivoiriens travaillent. J'ai pu constater sur l'ensemble de ces sites qu'en moyenne, près de 300 personnes travaillent par jour. Pour information, la première tranche de ces logements pourrait être livrée dans le courant du premier trimestre de 2015. Demain dimanche 28 septembre sera célébrée la journée mondiale de la rage. La rage est une maladie virale qui, selon l'Organisation mondiale de la santé animale, tue encore chaque année environ 70 000 personnes dans le monde. La Côte d'Ivoire, qui célèbre l'événement, met l'accent sur la sensibilisation. Les populations sont donc invitées à faire vacciner leurs animaux domestiques contre la rage. On retrouve Sidonie Davila. La rage se transmet de l'animal à l'homme par morsure, griffure et aboutit dans tous les cas à une mort certaine. Tous les ans, plusieurs personnes mordues ou griffées succombent de rage. L'Organisation mondiale de la santé, OMS, estime à plus de 70 000 le nombre de personnes qui meurent chaque année de rage dans le monde. En Côte d'Ivoire, ce sont plus d'une dizaine de décès qui sont enregistrés tous les ans. Cette année, 9 cas de perte en vie humaine ont été déclarés. D'où l'appel des autorités à l'occasion de la journée mondiale de la rage. La rage est une zoonose majeure d'importance reconnue en médecine vétérinaire et humaine. La vie humaine n'a pas de prix. C'est pourquoi je voudrais vous exhorter à observer les gestes simples qui sauvent, notamment faire vacciner annuellement vos animaux de compagnie, chiens, chats, singes et mangoustes, contre la rage. Signaler tous les cas d'animaux suspects, animal mordeur ou très agressif au service vétérinaire. Évitez surtout les morsures d'animaux. Vous rendre immédiatement dans le centre de santé le plus proche après une morsure. Je vous invite à vous joindre à la communauté internationale pour célébrer cette journée du 28 septembre. En Côte d'Ivoire, cette journée de lutte contre la rage, organisée par la Direction des services vétérinaires, DSV, en collaboration avec l'Association des vétérinaires privés praticiens de Côte d'Ivoire, AVPPC, et l'Institut national d'hygiène publique, INHP, sera célébrée le mercredi 8 octobre à la mairie d'Abobo.
Une autre journée, la journée mondiale du tourisme. Celle-là, elle a été célébrée aujourd'hui, 27 septembre. L'événement a été marqué à Yamoussoukro par la Sodertour-Lac, société de développement touristique dans le Bélier. Des experts du tourisme ivoirien ont mené des réflexions sur les stratégies de développement durable et l'implication des communautés locales dans le tourisme. Victoria Angwa, Doigt des Lasers. 34e édition placée sous le signe de la réflexion. Un thème d'actualité, tourisme et développement communautaire. D'éminents experts ivoiriens autour d'une table pour faire l'état des lieux, expliquer la thématique, lever les obstacles, proposer des pistes de solutions pour réussir le tourisme communautaire ou de proximité. Cette nouvelle activité est la vision de l'Organisation mondiale du tourisme et celle de l'État ivoirien. Faire du tourisme une activité économique qui prenne en compte les communautés avec au bout l'éradication de la pauvreté. La Société de développement touristique de la région des Lacs mène l'opération avec l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, et les populations riveraines de la réserve de faune d'Abo-Kwamekro. À la clé, un partenariat gagnant-gagnant. Le tourisme au niveau de Sodertour, c'est tourisme durable et équitable. Par équitable, ça signifie qu'une partie des ressources sera reversée aux populations. Il faudrait qu'on fasse en sorte que ces populations soient impliquées dans la gestion de cette réserve et faire en sorte que ce développement soit durable. Les sujets qui fâchent ont été épluchés sous l'arbitrage du corps préfectoral. Les concertations se poursuivront pour impliquer les communautés dans le projet de réhabilitation et d'exploitation du parc. Et en la matière, la Sodertour a fait des heureux, à Gbomi Konde Yaokro notamment. Ce modèle est un cas d'école salué par les experts et la tutelle. Le tourisme ivoirien génère par an plus de 50 milliards de francs CFA, un chiffre à améliorer par la promotion des sites touristiques des régions de Côte d'Ivoire. C'était un récit de Victorien Angoa. Les soldats de la Licorne ont procédé au champ de tir de Lomo Nord, c'est dans le département de Toumoudi, à une manœuvre à tir réel. Au menu de cet exercice d'envergure, des tirs à partir d'hélicoptères, des tirs missiles et mortiers, le mouvement des unités nous explique Abou Sanogo. Démonstration de combat interarmes avec déplacement tactique d'unités. Tir à partir d'hélicoptères. Tir canon, tir missile et mortier, exercice d'évacuation sanitaire d'un blessé au combat par hélicoptère. C'est une manœuvre à tir réel mettant en œuvre l'ensemble de la gamme de moyens dont dispose l'Licorne. Elle vise à donner un aperçu d'un mode opératoire possible, la reconnaissance offensive en terrain ouvert en fonction de la menace identifiée, à insister sur la combinaison des effets des feux et de la manœuvre. Pour cette manœuvre à tir réel, les unités ont reçu une mission de reconnaissance offensive sur un axe situé dans la vallée de l'Omo Nord. La force engagée est celle d'un sous-groupement tactique interarmes à dominante infanterie. Elle consiste à l'avancée des unités sans se laisser retarder. Toute résistance rencontrée doit être traitée immédiatement et l'action de l'unité relancée au plus vite. Il s'agit de bousculer l'ennemi en jouant de la complémentarité des unités et des différentes armes disponibles. Là, un peloton pris à partie par un ennemi riposte et détruit les premiers éléments ennemis qui se sont dévoilés. Présent à la démonstration à tir réel, le ministre chargé de la Défense, Paul Kofi, s'est dit très impressionné. Nous avons vu le professionnalisme, mais en plus de cela, nous avons vu la qualité et la justesse, n'est-ce pas, des tirs. Cela témoigne de la qualité de nos amis et dans le contexte actuel, je pense que dans le cadre du partenariat, nous avons des partenaires sûrs qui pourront, n'est-ce pas, nous aider à reformer notre outil de défense. Étaient également présents plusieurs ambassadeurs accrédités en Côte d'Ivoire. On a effectivement fort apprécié cette démonstration. Je pense que ça vaut la peine aussi pour nous, ambassadeurs, de savoir comment ça se passe dans le concret, hein, parce que là c'est de la réalité, ce n'est plus de la télévision. Une démonstration très impressionnante, d'abord par le grand professionnalisme des troupes en présence et par la parfaite coordination des différents éléments. Alors, je ne suis pas militaire, mais j'ai pu apprécier justement le professionnalisme des militaires. Après la manœuvre, le colonel Paul Sanzey, commandant la Licorne, a fait découvrir au ministre chargé de la Défense du matériel militaire de dernière génération.
Voilà, c'était un reportage d'Abou Sanogo. Le général Kwasi Kwaku Gervais, commandant supérieur de la gendarmerie nationale, vient d'effectuer une tournée dans les régions du Haut-Sassandra, du Tonkpi et du Guémon. L'objectif est de sensibiliser et de remobiliser ces hommes. Le récit est signé Hamza Diaby. À Daloa et à Mans, lors de ses échanges avec les gendarmes de la 2e Légion de gendarmerie, le général de division Kwasi Kwaku Gervais a félicité ses hommes pour les résultats obtenus dans le cadre de la lutte contre les coupeurs de route et l'application des consignes du gouvernement relatives à la prévention de l'épidémie d'Ebola. Des résultats obtenus grâce aux moyens que le chef de l'État, le président Alassane Ouattara, a mis à la disposition de la gendarmerie. En évoquant l'entrée des femmes au sein de la gendarmerie, le général a tenu à préciser que l'intégration du genre n'entachera pas la discipline qui caractérise ce corps d'élite. Il a aussi marqué une halte aux différents corridors. On a mis ces corridors de passage pour filtrer, pour des fois quand il y a des situations, contrôler le coffre pour voir ce qu'il y a à l'intérieur, mais et non soutirer de l'argent aux populations. Vous travaillez tous ensemble parce que nous le faisons pour le bien-être de la population ivoirienne, pour la sécurité de la population ivoirienne. Mais à aucun moment, vous devez utiliser la tracasserie. Que les populations ne se plaignent pas, mais plutôt qu'elles soient rassurées par votre existence et par votre présence. À ceux qui s'adonnent aux raquettes, le général de division Kwasi Kwaku Gervais a rappelé que la radiation est la sanction à laquelle ils s'exposent. Pour d'ailleurs juguler ce phénomène, les corridors de Gonzagueville, de Dabo et d'Anyama ont été transformés en postes d'observation. Et la page politique de cette édition s'ouvre avec les enseignants du RDR qui soutiennent l'appel de Bédié à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara à la présidentielle de 2015. Après l'appel lancé depuis Daokro par le président Bédié, président du PDCI RDA, à soutenir la candidature unique du chef de l'État à l'élection présidentielle de 2015, le président du Rassemblement des enseignants républicains fait la déclaration suivante. Cette annonce historique vient confirmer la dimension du grand homme d'État et le sens de l'honneur que tous reconnaissent au président Arikona Bédié, garant et caution morale de la grande famille des oufouettistes. Mieux, une telle initiative du président du PDCI RDA vient confirmer que les engagements pris à l'occasion de la signature de la plateforme le mercredi 18 mai 2005 à Paris relevait d'une volonté ferme des 4 leaders partenaires de bâtir la Côte d'Ivoire dans l'union et l'action concertée en parfaite conformité avec les idéaux du père fondateur. Le choix porté sans embâche par le président Arikona Bédié sur la personne du président Alassane Ouattara vient ainsi confirmer que la cogestion du pouvoir d'État depuis l'accession du RDR à la magistrature suprême se déroule dans d'excellentes conditions. Le président du Rassemblement des enseignants républicains a félicité et remercié le chef de l'État pour le travail titanesque qu'il a abattu en si peu de temps. Le reportage d'Ahmed Traoré était commenté pour vous par Maïs Sako. Dédié une journée de reconnaissance et d'hommage aux leaders du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. C'est cet objectif que veut atteindre le directoire du GRACUADO, groupe d'action pour la candidature unique du président Alassane Ouattara. L'appel du président du PDCI, Henri Konan Bédié, à soutenir la candidature unique du président Alassane Ouattara permettra d'éviter des troubles lors de l'élection présidentielle de 2015. Cette déclaration est de Jean-Blé Guirao, président du GRACUADO, entendez groupe d'action pour la candidature unique d'Alassane Ouattara. À cet effet, le directoire du GRACUADO prévoit de célébrer les vendredis 10 et samedi 11 octobre prochains les leaders du RHDP. Après l'appel d'Aoukro, qui est un appel historique du président Bédié, nous avons décidé au niveau du GRACUADO de le magnifier à travers une journée de reconnaissance et de maille le vendredi 10 à la mosquée de la Rivera à Cocody, ensuite au plateau à 19h, par une d'action de grâce,
Et le samedi 11 au Stade Inch'Allah à Koumassi, un grand meeting pour dire merci au président de la République, merci au président Bédié et dire merci à tous les présidents qui autour d'eux font un grand travail pour la stabilité de la Côte d'Ivoire. Le président du GRACU-ADO a profité de cette conférence de presse pour faire le bilan à mi-parcours de sa structure après 4 mois d'activité. La conférence de presse que nous venons d'organiser avait pour but essentiel de faire le bilan de nos activités, de meetings, de rencontres et de toutes les autres activités depuis notre naissance au niveau du GRACU le 25 mai dernier à la Caisse Stable. Nous avons donc parlé de ce que nous avons fait et de ce qui reste à faire. Nous ne pouvons pas donner l'autosatisfaction, mais nous continuons dans la vérité, dans le soutien au chef de l'État. Le groupe d'action pour la candidature unique d'Alassane Ouattara existait depuis plus de 4 mois. Et pour la célébration de cette journée de reconnaissance au leader du Rassemblement des Oufouettistes pour la démocratie et la paix, Pascal Brouaka, membre du directoire, est chargé de présider le comité d'organisation. Reportage réalisé par Ahmed Traoré et Abou Sanogo. La date de la fête de la Tabaski est connue. Le COSIM, le Conseil supérieur des imams, et le CODIS, le Conseil des imams sunnites, ont fait une déclaration. La fête de la Tabaski aura lieu le samedi 4 octobre prochain. Le Conseil supérieur des imams en Côte d'Ivoire et le Conseil des imams sunnites informent la communauté nationale et musulmane que conformément aux résolutions du séminaire tenu du samedi 15 au dimanche 16 juin 2013 sur l'observation du croissant lunaire en Côte d'Ivoire et suite à la déclaration des autorités religieuses saoudiennes, le premier jour du mois lunaire Zul-Hijja, mois du pèlerinage, était le jeudi 25 septembre 2014. Et le jour de la station d'Arafat est fixé au vendredi 9 Zul-Hijja, correspondant au 3 octobre 2014. Par conséquent, la fête de la Tabaski aura lieu en Côte d'Ivoire, Inch'Allah, le samedi 10 Zul-Hijja 1435, correspondant au 4 octobre 2014. Les imams souhaitent bonne fête de Tabaski à toutes et à tous. Wassalamu alaikum wa rahmatullah. Et en sport football, le CO Sport de San Pedro s'est qualifié pour la finale de la Coupe de la CAF ce samedi à l'issue de son match nul face à l'AC Léopard, 0 but partout. Lors de la demi-finale retour de la compétition, sachez que le club ivoirien l'avait emporté au match aller par 1-0. Anne-Marie Nguessan. Le CO Sport de San Pedro a démontré une fois de plus qu'il sait voyager. Car c'est au Congo que les poulets de Rigo Gervais viennent de composter leur ticket pour la finale de la Coupe de la Confédération. Une qualification historique pour le représentant ivoirien qui a réussi à tenir en échec les Léopards de Dolisie lors de la manche retour de la demi-finale de cette compétition après les avoir battus 1-0 ici à Abidjan. L'AC Léopard n'a pas su sonner la révolte à domicile face à un CO Sport bien en place tactiquement qui a au contraire donné du fil à retordre à l'adversaire. Concentré et déterminé, le CO Sport de San Pedro parvient ainsi en finale de la Coupe de la Confédération et attend de connaître son adversaire à l'issue de la deuxième demi-finale qui oppose Al Ahly du Caire au Coton Sport de Garoua. Bienvenue à la page culture de cette édition. Commençons avec la célébration du Popé. Cette fête qui s'y vient de se dérouler à Fresco. Culture, chant, danse. On meublé donc cette édition 2014 du Popé, nous explique Franck Okwadio. Des pas de danse rythmés de sonorités traditionnelles, chants et musique à profusion. Un ensemble diversifié d'ambiances festives sur la scène du festival culturel Gaudier Popé 2014 à Fresco, localité de la région du Boclé, au sud-ouest de la Côte d'Ivoire. C'est une expérience pour moi de vivre un tel événement. Dans la joie où je suis arrêtée là, c'est ça, on veut la paix et la joie. 3 jours, en nocturne comme en matinée, l'ambiance est à son comble.
Course de pirogue, concours à Oulaba et bien d'autres activités au menu de ce festival. Le Popé, également un cadre de retrouvailles des peuples, occasion bien choisie pour l'installation du chef suprême des peuples Krou et Dan de la localité du Fresco. Alain Lobognon, cadre de la région, appelle les populations à l'entente et à l'union. Dites aux Ivoiriens, nous signons un pacte de non-agression. Le sang ne doit plus verser dans ce pays. Créé en 2010, le festival culturel Gaudier-Popé se tient chaque 2 ans. Après 3 années d'absence due à la crise post-électorale, cette année, l'événement est à sa 2e édition. Rendez-vous est pris pour 2016. La finale des Star Karaoke s'est déroulée hier. Star Karaoke édition 2014 s'est refermée avec la victoire d'Elodie, la candidate numéro 2. Explication avec Serge Gongomé. Entamée il y a 2 mois, l'édition 2014 de Star Karaoke s'est achevée dans la nuit de ce vendredi 26 septembre. Cette émission produite par la radiodiffusion télévision ivoirienne RTI a vu la participation de 16 candidats. 4 ont été retenus pour cette finale. Il s'agit de Daniel, Star 1, Elodie, Star 2, Sébastien, Star 3 et Roselyne, Star 4. Le morceau imposé Taxi Sounion de l'artiste ivoirien Baïs Pinto et des chants au choix ont été savamment interprétés par ces candidats. Le jury constitué de professionnels de la musique et des arts en général, avec à sa tête l'artiste Valène Guédé, a porté son choix sur Elodie, la candidate numéro 2. Elodie est également le choix des téléspectateurs qui ont participé par vote. Elle remporte la finale avec plus de 53% des voix. Je suis très contente, je suis très fière de moi, de tous ceux qui m'ont encadré. Voilà, c'est juste le travail qui a été vu aux yeux de la grande population ivoirienne et je suis simplement fière. Elodie est la meilleure. Elodie, c'est une fille qui m'a beaucoup épaté parce qu'elle a de la classe, elle a des articulations. Elodie recevra plus de 3 millions de francs CFA, dont 2 millions de la RTI, divers lots des partenaires et un enregistrement à Paris avec le soutien du groupe Magic System. Karaoke 2014, c'est aussi ces belles couleurs du bleu, du vert suave, du rouge vif, évoluant par moments dans ses formes éclatées pour laisser place au rose. L'animatrice Christelle Melledge était en parfaite harmonie avec la couleur dominante de cette galaxie de sons et de lumière. Karaoke 2014, c'est aussi l'ensemble de cette artillerie de technologie de pointe et ses instruments musicaux réservés au live. Ambiance, il y en a eu avec l'ambassadeur du peuple apollonais, le maître du Zoblazo, l'artiste Mewe, dans Roulé Moutou. Voilà, c'était un reportage de Serge Gongomé. Akringwa est un village situé à 6 km de la sous-préfecture de Daoupro. Ces populations de cette localité viennent de célébrer la fête de l'Ignam. On en parlera dans nos prochaines éditions avec notre reporter, Kras Kando. Lui, il a à son actif 4 ouvrages. C'est notre invité de la page culture, Germain Zamblébi, auteur de Le Cure-d'Angouro. Parler et écrire correctement en français, pièges et difficultés à éviter. Il vient de sortir un recueil de nouvelles intitulé La veuve et le guide religieux. C'est l'histoire d'une ravissante veuve, intellectuelle achevée, courtisée par un guide religieux conservateur, charmant et très instruit. Ce dernier persuade ses 2 épouses à l'aider à convaincre la veuve au fin de rejoindre leur foyer conjugal. Mais réussiront-ils cette délicate mission? Justement, notre invité est là pour nous répondre. Bonsoir, monsieur Zamblébi. Bonsoir, madame. Alors, parlons d'abord de ce qui vous a inspiré dans l'édition de cette œuvre. Oui. Toutes les nouvelles sont basées sur des histoires vraies. Oui, je préfère les histoires vraies, les histoires vécues par nos contemporains, simplement parce que les lecteurs aiment bien ce qui les intéresse, ce qui les concerne. Et ce qui est vrai, donc. Voilà. Exactement. D'accord. Alors, pour la veuve et le guide religieux, vous commencez votre récit par cette citation du dramaturge français. Jean Anouilh, oui. Voilà, si on peut le lire rapidement. 16e siècle déjà. Pourquoi contredire une femme? Il est tellement plus simple d'attendre qu'elle change d'avis. Oui, là c'est la persévérance. Vous voyez bien que le guide religieux, il fait des avances à la veuve, la ravissante veuve, mais il n'est pas persuadé qu'elle va accepter du coup. Mais donc il s'arme de patience, de persévérance,
et il est sûr qu'au bout de l'effort, voilà, épouser ainsi, j'allais dire la pauvre tègre, déjà en huile, hein, ce n'est pas la peine de contredire une femme, il faut attendre patiemment, obstinément. Et on va regarder le résumé de ce recueil avec nos reporters avant d'en discuter. Après le cure-dent Gourou, Germain Zamblebi revient avec une nouvelle œuvre intitulée La veuve et le guide religieux. Recueil de 4 nouvelles dont la première donne son nom à l'œuvre. Il y raconte l'histoire d'une femme, Madame Keita, dont le destin tragique l'éloigne à chaque fois de l'amour par la mort de ses conjoints. Cependant, son charme et sa beauté ne laisseront pas indifférent son guide religieux qui va même solliciter l'aide de ses 2 épouses pour la convaincre à l'épouser. En 167 pages, l'auteur, inspecteur de l'enseignement primaire, aborde des thèmes tels que l'amour, la maladie, mais surtout la persévérance. Valeur incarnée par le personnage de sa 3e nouvelle, Mademoiselle Loukou, qui malgré son cancer en phase terminale, ne quittera son poste d'institutrice jusqu'à son dernier souffle. Également celui du petit Ngouran dont les déboires n'ont pu freiner son ardeur et sa persévérance dans sa religion et dans ses études. De la religion au milieu des enseignants avec ses histoires, La veuve et les guides religieux, ce sont 4 histoires qui n'ont visiblement rien en commun les unes avec les autres, mais que tout lie en réalité. D'accord, commençons par la première histoire. Une veuve courtisée par un guide religieux et qui de surcroît demande l'aide de ses épouses. Exactement, oui. Quand même surprenant. Non, pas surprenant. Dans nos traditions, vous savez, pour qui a vécu dans les quartiers populeux, vous savez que c'est la cour commune. Et très souvent, il y a la religion qui a son effet. Hein? Il y a la tradition et tout ça, le poids des traditions, le poids des croyances religieuses. Et très souvent, les femmes sont victimes de, j'allais pas dire de chantage, mais d'un assouvissement à travers leur foi. Et elles pensent peut-être que en allant, n'est-ce pas, en épousant, n'est-ce pas, un guide religieux, le bonheur leur est permis. D'accord. Alors que là, nous avons un guide religieux en face qui est pris de la dame, n'est-ce pas, lui fait savoir bien qu'elle a perdu son mari. Et qui met les manières. Hein, pour... Ah, bien sûr, il dit à la dame, écoutez, vous êtes le bonheur personnifié sur la terre. Quiconque bénéficiera de vos privilèges ne sera qu'heureux. Alors qu'il n'y a pas longtemps qu'elle a perdu son mari. D'accord. Donc c'est tout dire. D'accord. Et dans cette nouvelle, on peut dire, hein, vous dépeignez la condition de la femme. Oui. On voit un guide religieux qui est polygame, qui, on peut le dire, fait presque un chantage, même si c'est 2 épouses. Oui, si mais vous savez, vous savez un peu. La veuve. Oui, évidemment, la seconde femme, l'épouse, la seconde épouse n'est pas contente. Elle n'était pas d'accord, mais elle n'est pas contente, elle est un peu obligée, parce que la première a pris la parole très vite pour dire à son mari, écoute, mon cher époux, ce que tu choisis, c'est Dieu qui a voulu que tu choisisses une 3e femme pour nous aider, donc nous ne pouvons qu'être d'accord. Sans consulter. Elle ne pensait pas ce qu'elle disait. Exactement. Peut-être en pensant certes, mais elle voulait faire mal à la seconde. Parce qu'elle était là et puis on a pris une seconde femme. Et la seconde également qui ne voulait pas de la 3e. Oui, mais elle ne le dit pas. Et donc elle l'hypocrisie intérieurement. Exactement. C'est une condition de la femme que vous dépeignez. Quelle est cette condition? Oui, la condition, c'est qu'en fait, la femme, elle est certes soumise, mais elle accepte facilement. Elle n'ose pas aller à l'encontre de ce que dit l'époux. Rien qu'à cause, n'est-ce pas, des valeurs religieuses. Alors que là, elle ne voulait pas. L'hypocrisie aidant, elle n'a pas dit ce qu'elle voulait, mais la première épouse, rapidement, est allée vite pour dire, écoutez, cher époux, nous sommes d'accord avec ce que vous allez faire, c'est Dieu qui vous a inspiré, nous sommes prêtes, n'est-ce pas, c'est une 3e épouse. Et elles ont bien reçu justement la veuve. Évidemment, elles sont obligées. Hein, elles sont obligées. D'accord. Mais... On espère que vous ne pensez pas cela. Alors, non, mais je ne pense pas tellement cela, mais écoutez, il y a des femmes, des familles où ça marche très bien. Où la polygamie marche? Marche très bien, il y en a par contre où ça ne marche pas. Mais nous, en tant qu'écrivains, nous devons, n'est-ce pas, être les porte-voix, n'est-ce pas, des familles où ça ne marche pas. C'est ce que nous faisons. Alors, si je vous pose cette question embêtante, êtes-vous pour ou contre la polygamie? Je vous dirai tout de suite qu'en fait, en tant qu'écrivain, il y a des polygames qui lisent mes œuvres, il y a des monogames également. Alors, je n'ai pas envie, n'est-ce pas, d'avoir une catégorie, n'est-ce pas, sur mon dos. Mais vous démontrez ici dans votre ouvrage, vous parlez des conséquences. Oui, je suis d'une famille... parce que vous parlez de ces femmes qui vont souvent chez les marabouts. Exactement, je suis d'une famille polygame et croyez-moi, je n'en tire pas le meilleur souvenir. D'accord, alors on vous a bien compris. Dans cet ouvrage également, on voit la femme qui arrête ses études, le cas de la veuve, qui a arrêté ses études pour se consacrer à son mari. Oui, c'est le mari qui a voulu. Parce que vous savez, les gens, il y a certaines personnes qui sont très jalouses. N'est-ce pas? Ils aiment tellement leur femme pour eux que si elle travaille... jaloux. Ah oui, il est très jaloux. Et il dit, écoutez, si elle travaille, peut-être qu'elle va rencontrer des hommes et tout ça. Il préfère qu'elle reste à la maison. Et comme il en est plein aux as, il préfère lui donner son salaire. Et qu'elle reste à sa disposition. Alors que la femme oublie qu'elle a le droit de s'émanciper. En restant à la maison, vous devenez un décor dans la maison. D'accord. Alors, on a aussi l'autre nouvelle
On va terminer rapidement avec la veuve et le guide religieux. Alors, on a également l'amie de la veuve Rokia, qui a aussi vécu les travers de la polygamie. Oui, tante Rokia, en fait, ici, elle donne des conseils. Et à travers elle, vous savez, c'est une histoire réelle. Et c'est une dame qui vit et qui m'a dit, écoutez, M. Zamblé, racontez mon histoire pour ne pas que mes soeurs fassent la même erreur que moi. Et tante Rokia, ici, c'est la conseillère. Quelle est cette erreur qu'elle a commise? Oui, mais en fait, Rokia. Oui, elle était prête à succomber, n'est-ce pas, au charme du guide religieux qui est un bel homme et qui parle très bien, qui est éloquent. Il a fallu que tante Rokia lui dise, attention, ma fille, tu es encore jeune. D'accord. Tu es encore jeune, tu peux choisir. Donc, et Dieu merci. Vivre dans la polygamie. Exactement. Alors, dernière nouvelle, l'ultime défi. Oui, l'ultime défi, c'est une histoire que j'ai vécue. Je la raconte toujours avec beaucoup d'émotion, parce que c'est celle-là qui m'a permis d'épouser l'écriture romanesque. Parce qu'en fait, de mon métier d'enseignant, d'évaluateur, il y avait une enseignante qui était atteinte d'une maladie incurable et qui, un matin, le cancer, n'est-ce pas, et qui un matin vient me voir au bureau, qui sollicite, n'est-ce pas, ma visite dans sa classe, et elle me dit, monsieur l'inspecteur, avant de mourir, n'est-ce pas, je vais avoir mon diplôme du CAP. Alors la leçon à tirer ici, c'est simplement que c'est le stoïcisme de cette femme-là. C'est-à-dire qu'il va mourir, j'allais dire, sur le champ de bataille. Et ici, elle épouse un peu ce que, comment Montaigne dit, hein, le français Montaigne, il dit, nous sommes nés pour agir, il faut que nous agissions et que la mort me trouve en plantant mes choux. Et c'est ce qui est arrivé à cette dame-là. Et cette femme déterminante, courageuse. C'est elle qui m'a permis d'écrire, elle est morte pratiquement à la tâche. Et à travers elle, je rends hommage à tous les enseignants, ces ingénieurs de l'esprit, qui jour et nuit font tout pour donner le savoir aux enfants. Et à travers ces enseignants, tous les Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, même ceux d'ailleurs, mais qui enseignent, qui donnent le savoir et qui, quelquefois, au prix de leur vie, de leur santé, n'est-ce pas, vont à la tâche, vont au combat. Et vraiment, je les salue et il faut qu'ils continuent comme ça. Leur récompense, c'est Dieu seul qui pourra les récompenser. Merci beaucoup, M. Zamblébi. Malheureusement, c'est moi qui vous remercie parce que ce prestigieux plateau, ce n'est pas facile d'être en votre compagnie et je prie Dieu, je remercie la RTI de nous permettre d'être avec vous ici. Et je conseille aux lecteurs d'acheter ce livre qui est très intéressant, ce recueil des 4 nouvelles. Merci en tout cas d'avoir été avec nous sur ce plateau. C'est moi qui vous remercie. C'est la fin de cette édition préparée par l'ensemble de la rédaction et supervisée par Delphine Gla. Merci à toute l'équipe technique et à la réalisation pilotée par Ricardo Soumon. Merci à vous de nous suivre à travers le monde.